Alors, avec le Café Le Vent, c'est l'idée même du projet Le Vent qui s'installe, qui vous est proposé, à savoir ce dialogue, ce projet de dialogue que nous avons des trois rives de la Méditerranée, au cœur desquels, bien sûr, ce qui, pour quelques-uns d'entre nous, nous tient vraiment à cœur, c'est non pas de résoudre les conflits, bien sûr, mais de cohabiter, de faire cohabiter ensemble des voix qui sont non pas hostiles, mais des voix qui sont parfois empêchées, rendues muettes, à l'écoute, hein, par le fait qu'il existe, malgré le fait qu'on les a oubliés, qu'on les a remises à leur place, cette fameuse frontière entre non pas simplement les pays, mais les problématiques diverses et variées dans cette région de la Méditerranée. Alors, ce café-ci, tu as rappelé, Véronique, qu'on avait effectivement beaucoup échangé avec Ronnie. Ronnie est l'exemple même, hein, Ronnie Sommek, du dialogue que l'on veut faire. Il est levantin, oui, par excellence, hein, en mettant du côté de levantin dans cette notion, dans ce terme, toutes les choses positives et belles, hein, que nous aimons de notre Méditerranée, qui a tellement contribué à créer un modèle de civilisation, même si aujourd'hui le terme de civilisation est un ou bien méprisé. Voilà, ça c'est le vent. Alors le vent, bon, je le rappelle en quelques mots, c'est une revue en sommeil aujourd'hui qui a publié 12 numéros, et puis surtout une collection de livres qui est active, hein. Et une des dernières fois, nous avions présenté un ouvrage que nous avons publié, à savoir le livre de Rava Pinchas Cohen. Euh, Aujourd'hui, c'est le livre de Lely Tsipi Mikhaïli qui est mis en exergue, hein, Psaume de femme. Alors, Psaume de femme, j'en viens à la présentation du livre, hein, est un choix de poème que j'ai fait avec son concours, que j'ai traduit dans la collection Le Vent. Alors, c'est une poétesse, oui, qui appartient à une génération. Il y a un côté générationnel dans ce choix que j'ai personnellement connu, puisque je suis arrivé, j'ai connu Israël surtout entre les années 70 et 80, où la poésie d'un poète comme David Avidan était oui, se produisait, était reconnue sur la scène littéraire. Et une revue qui, je suis très attentif au mouvement des revues qui appartiennent au mouvement littéraire, qui sont des laboratoires d'idées, des laboratoires de création, une revue qui s'appelait Archive, c'est-à-dire maintenant, qui a lancé une génération de jeunes poètes, dont Yona Volar, et puis d'autres, je ne vais pas faire citer tous ces poètes-là, poétesses souvent, beaucoup d'écriture féminine, et Lalit Tsipi Mikhaïli, que je connais voilà, depuis ce moment-là, du moins comme lecteur. Et je pensais utile d'inviter également Tarek Al-Karmi, ce poète qui habite tout le Carême aujourd'hui, de l'autre côté, si je puis dire, enfin de l'autre côté, en même temps à côté. Je me rappelle que nous étions voisins de 40 km à peu près, et que voilà, cette espèce de frontière, enfin, mal définie, mal saisissable, surtout à l'époque, nous séparait. J'ai rencontré Tariq bien après Lali, dans les années 2012-2014, alors que j'étais déjà en France, et à l'occasion, de manière virtuelle, c'est-à-dire que je ne connais pas physiquement, je connais comme je vous connais souvent, quelques-uns d'entre vous, par le Zoom, et il m'est apparu que ce poète très singulier dérogeait un petit peu à la manière qu'on avait de mettre en image, hein, les poètes de l'époque, et israéliens et palestiniens, très engagés, bon, pour des raisons légitimes, bien sûr, mais très collés un petit peu à des slogans politiques, à des plateformes politiques. Tariq, bien que fonctionnaire, je dirais, de l'autorité palestinienne, est un poète vraiment libre, hein, un poète très libre. Cette liberté le conduit parfois le conduit
à des choses que nous avons du mal à apprécier, à comprendre, c'est-à-dire une manière très impulsive et très poétique finalement, c'est un vrai poète, de dire les choses. Lui aussi attaché à la thématique de la terre, mais thématique qui n'est pas nationale ni nationaliste surtout, thématique qui parle des habitants de la terre, des enfants, des gens qu'il côtoie, d'une habitation quand même toujours difficile. Et c'est le point de rencontre un peu avec Lali, bien qu'il soit bon, à 10 ans près d'une génération semblable. Lali s'attache à décrire l'urbanité de Tel Aviv. C'est une poète qui est, comme celle de sa génération, qui sont liées au concept tel avivien. Tel Aviv, c'est toute une histoire d'architecture diverse et variée depuis que la ville a été créée. Un côté, ce qui donne à la ville un côté hétéroclite et baroque, dont Lali porte tout ça, elle porte ce souci du mouvement dans un espace urbain. Elle parle des autobus, elle parle des cafés, elle parle de sa manière de se mouvoir dans cet espace, avec beaucoup de fantaisie, avec beaucoup de poésie. Elle a posté dernièrement, ça a été posté hier, un espèce de vidéo, oui, de séquences vidéo poésie sur la manière dont elle a de s'approprier avec des mots et aussi avec des gestes de l'espace urbain. J'ai trouvé beaucoup de... Autant chez Tariq, il y a beaucoup d'humour noir, si vous voulez, de critique, même d'ironie. Chez Lali, j'ai trouvé beaucoup d'humour, une manière très parfois distante de dire les choses, donc qui sont celles de sa vie et de celles de son pays. Alors, le café sera donc constitué par deux volets de lecture. Une première partie consacrée, excusez-moi, j'ai la toux. Il faut prendre de l'eau. Un premier volet de lecture, donc, qui sera consacré à Lali, à ce choix qui a été fait autour de son livre, Psaume de femme, et d'un livre que j'ai quasiment fini de traduire, qui s'appelle Papa, qui cherche encore son éditeur. Le deuxième volet sera consacré à Tariq Al-Karmel, dont Saïd Sayag a traduit les textes. Il y avait des textes déjà qui existaient. J'ai connu Tariq en tant qu'éditeur de la revue Le Vent en 2008-2009. Nous avions publié dans le numéro de la revue Le Vent, numéro 10, un ensemble de poèmes traduits par Salah, une autre connaissance qui est toujours présent parmi nous, même s'il n'est pas là physiquement. Salah Al-Hamdani et sa compagne Isabelle avaient traduit un ensemble de poèmes de Tariq autour de son invitation au festival. C'était pas 7, à l'époque, c'était l'Odev. Tariq était venu à l'Odev présenter sa poésie. Donc voilà ces deux volets que nous allons présenter ce soir. Ces deux volets étant introduits par deux vidéos. Deux vidéos qui sont que Pascal Goetha a créées pendant les jours du confinement, qui appartiennent à ce projet dont elle et Étienne Schwartz vont, je l'espère, vont faire aboutir. C'est un témoignage extrêmement précieux comme trace de la période que nous avons vécue. Également comme objet levantin, c'est-à-dire que objet levantin dans le sens où je l'ai défini, j'ai essayé de le dire, un projet de dialogue où la Méditerranée joue un rôle où la Méditerranée représente toujours le soleil, le fameux Orient,
d'où le soleil se lève, pour éclairer le monde, peut-être. Dont 2 vidéos, une vidéo pour Lali, qu'elle avait créée dans cette occasion, et une vidéo, 2 vidéos merveilleuses. Hein. J'étais ému en écoutant ces vidéos, en les voyant. Une vidéo également pour un texte de Tariq. Et ces 2 vidéos vont introduire les lectures. Le vent, c'est aussi un dialogue, pourquoi la vidéo? C'est un dialogue entre les arts, c'est l'écrit, la voix et l'image. Nous avons toujours le souci de mêler les poètes aux plasticiens. C'est ainsi que les livres, qu'on a découverts et fait appel à des artistes comme Denis Zimmerman, comme Iris Terjiman et aujourd'hui Étienne Schwartz pour venir dans notre aventure et nous aider à avancer. Donc, une rencontre entre les différents moyens de création. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu Christophe, alors l'autre Christophe Guiraud, mais Christophe nous fait la surprise de nous présenter son travail, quelques fragments de son travail, Christophe Guiraud. Voilà un petit. Je vais peut-être présenter les biographies de nos 2 poètes pour revenir un petit peu sur la ligne, sur ce qu'elle peut être dans la vie littéraire et culturelle d'Israël et la place qu'occupe Tariq sur la scène palestinienne. Lali est un personnage il y en a encore pas mal en Israël, un personnage métissé, si je puis dire. Elle est géorgienne d'origine. Elle porte dans ses bagages une autre langue, une autre culture. Elle a publié beaucoup de livres. Tous les Israéliens publient beaucoup de livres. Je m'aperçois en tant que traducteur que tous annoncent énormément de publications, vraiment, tout un bagage de traductions qui sont traduits dans les langues essentielles, les langues du monde. Je pense que Lali est traduite sûrement en géorgien, outre l'anglais et le français aujourd'hui. Je vois 5 livres de poésie. Elle est performeuse également. Hier, ont été postées, je dis, cette vidéo qui montre un petit peu, je crois, est une illustration de son travail de performance. Mais je la connais plutôt en tant que poète de l'écrit, hein, personnellement. Elle enseigne à la diversité Ben Gurion, c'est-à-dire nous sommes collègues, oui, rétrospectivement de cette université dans le Negev. Elle participe à de nombreux festivals. Alors, je citerai qu'un des récents, il y a le confinement, donc les festivals ont été un petit peu ignorés, annulés. Il y a un festival auquel elle a participé, important, à Tbilissi, en Géorgie, en 2018. Donc, comme j'ai dit, sa poésie, c'est l'intérêt que j'ai trouvé personnellement, exprime une relation sensuelle et politique avec le lieu, l'espace urbain. L'exploration de cet espace est au cœur de son inspiration. Et on dirait qu'elle impose à son inspiration poétique le rythme de ses mouvements. Il serait bon, j'ai essayé de le rendre en français, on a essayé de le faire dans le dit français, mais ces poèmes ressemblent à des calligraphies. Hein. Ils ont un aspect de sculpture, hein, de sculpture graphique sur la page. Donc on sent qu'elle n'est pas dans un sens statique des mots, mais dans quelque chose qui évolue avec, et qui doit évoluer, et c'est ce que Pascal, entre autres, a rendu, avec la voix, et peut-être le médium vidéo. Et elle invite le lecteur à bouger aussi dans ce mouvement. Et c'est ainsi que se bâtit le texte. Le texte n'est pas un ensemble stable, c'est quelque chose qui évolue, comme une sculpture peut évoluer, une sculpture à la caldaire ou un mobile, et à bâtir sa ville, bâtir sa maison. Et c'est là où je trouve le sens politique, si vous voulez. Ce n'est pas une relation au pays, son pays, c'est-à-dire Israël, stable, institutionnelle. C'est une relation qui bouge,
qui accueille l'ouverture, accueille le mouvement. Et c'est ainsi que je l'ai compris et que je conçois aussi et que ça m'intéresse. Faire lever une maison, dit-elle, construire une ville, c'est construire l'univers entier. Bon, le choix que j'ai fait pour le bouquin français, je vous le présente à l'écran, c'est celui-là, hein, collection Levant, avec la magnifique peinture de l'Iris, Terjiman. C'est celui-là. C'est un choix personnel que j'ai fait à partir du titre, Psaume de femme. Alors évidemment, on est dans l'hébreu, on est dans le Tanar, dans les Teilim, Psaume, Teilim, Teila. Donc bien sûr que ça évoque beaucoup de choses en hébreu, j'espère aussi en français. Le choix composé par 2 livres, à partir de 2 livres qu'elle a publiés en hébreu, le livre des masques et un livre un peu, pour ceux qui comprennent il ne faut pas comprendre l'hébreu, il faut vraiment le yiddish, oui, Meshuggah, une maison folle. Lali habite une maison folle à Tel Aviv, une maison l'architecture molle, vous savez, comme la Gaudi, enfin, quelque chose de très bizarre, dont elle rencontre dans le bouquin et dont elle parlera peut-être. Alors, pour Tariq, je dirais aussi quelques mots pour présenter Tariq Hussein Al-Karmi. Alors, son nom est je sais pas comment on dit, homonymique, hein, de la ville où il habite. Tal-Karmi, il s'appelle Al-Karmi, habitant Toul-Karem. Il est né dans Toul-Karem, c'est un universitaire, hein, pas dans la littérature, mais dans la gestion. Il s'est formé à Naplouse, Shrem, donc en hébreu. Et il est actuellement fonctionnaire comme beaucoup d'entre nous, hein, au ministère palestinien de l'information. Et il est responsable, figurez-vous, de la branche poésie. Voilà, il y a une branche poésie et institution culturelle. Voilà, je sais qu'il y a une maison de la poésie à Ramallah qui est importante et qui fonctionne de manière très intensive. Et ça, je l'ai appris tout à fait récemment, il joue de la flûte. Il est flûtiste. Ce fonctionnaire fait de la poésie, une poésie. Il boit et fume, même si aujourd'hui c'est le ramadan, donc il ne faut pas trop le dire. Il est très, 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 personne très singulier. Il est présent aussi dans les radios locales, où il tient des chroniques culturelles, littéraires. Il est même responsable d'un programme de radio. Et il est venu à l'ODEV en 2010, je crois, et a participé à différents festivals de poésie arabe à Oman, à Tunis. Il est assez très en relation avec la Tunisie, et c'est une Tunisienne qui, la première fois, l'a traduit, voilà, Rim Nouira. Alors, d'après, je tiens les informations de Saïd, qui est notre Tourjema, notre traducteur, oui. Il a publié plusieurs recueils, dont le dernier est le Diwan du texte. C'est ainsi que Saïd l'a traduit. Et j'ai dit déjà, pour ceux qui sont curieux de voir ces textes en français, il y a des magnifiques traductions de Salah, Al-Hamdani, d'Isabelle, Lani, dans la revue Le Vent, le numéro 10. Voilà, je pense que je n'abonderai pas davantage à la présentation. J'aimerais tout de même que Iris Terjiman parle de son travail sur la couverture de Lali, puisqu'on va commencer par Lali. Iris, tu es là? Qu'est-ce qui t'a alors, avec grand plaisir. Oui, absolument. On m'avait débranché le micro, du coup. Bon. Alors, eh bien, moi, j'ai découvert le travail de Lali grâce à Michel, surtout, et donc je l'ai découvert en français, car j'apprends l'hébreu, mais je ne peux pas encore lire de la poésie en hébreu. Alors, j'ai découvert son travail par la langue de Michel, et j'ai énormément été touchée par l'aspect
féminin et pas féministe, voilà, qui m'a beaucoup plu dans son approche en général, d'ailleurs, et ainsi que tout ce que tu disais, le rapport à habiter. Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est une préoccupation que j'ai en peinture permanente, en fait, et en général, d'ailleurs. Et alors, le choix, on avait hésité entre deux choses. Il s'agissait de deux couples. Une série qui s'appelait Noces, qui était en lien avec des grands mythes. Voilà, Thisbé et Pyrame, tout ça, bon, des histoires d'amour tragiques. Et finalement, le choix s'est porté sur cette huile sur papier, qui, il me semble, convient bien. C'était ton choix, Michel, et je pense que vous êtes peut-être les mieux placés pour choisir, d'ailleurs. Voilà, moi, c'était un honneur d'illustrer ce magnifique recueil avec, voilà, une peinture qui, j'espère, rend hommage au texte, surtout. D'accord, je pense, Étienne qui fait la même chose avec le livre de Rava, a présenté une merveilleuse couverture. C'était l'objet d'un précédent Café Le Vent. Et je suis personnellement, et nous tous, nous sommes heureux vraiment de cette collaboration qui, j'espère, va élargir notre horizon, va l'enrichir. Et merci à vous, les plasticiens et les artistes. Merci, merci beaucoup. Bon, Christophe, je ne l'ai pas présenté, qui va intervenir plus tard. Tu peux le faire, s'il est là? Absolument. Oui, Christophe tout à Guiraud. fait, tout à fait. Christophe Guiraud, ici présent. It's me. Voilà, qui est compositeur avec un parcours très riche. Voilà, de la noise, de électronique, jusqu'à la musique écrite pour ensemble, ce qu'on appelle la musique contemporaine, on va dire. Si ce n'est que le terme, et là aussi c'est très levantin, le terme même de frontière lui est totalement étranger, puisque sa musique n'est faite que justement de ces intrications entre les temps, entre les lieux et entre les chapelles, on pourrait dire. Voilà, mais vous découvrirez tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Alors, On fera pour la diffusion. d'accord, le déroulement de la séance, on fait les présentations. Ensuite, je dis, il y a les deux périodes en fin de lecture. Et la première période sera justement scandée par un fragment. Par l'intervention de Christophe, de même que la dernière période, celle de Tariq. C'est Christophe aujourd'hui qui Absolument. invité, et qui je crois, a trouvé un intérêt et du plaisir, sinon du plaisir à venir partager avec nous ce café. Je pense que j'ai fait les présentations globalement et qu'on pourrait passer peut-être aux lectures. Peut-être avant de passer aux lectures, comme on l'a fait précédemment, Pierre, qui est le président des Amis de Levant, pourrait, je crois qu'il veut intervenir sur nos projets, nos activités, et dont j'ai dit enfin, qu'ils étaient précis, puisque nous comptons faire aboutir ce projet autour des 55 jours de confinement, ce projet de dialogue de texte et de son et d'image, avec la collaboration d'Étienne et de Pascal, et puis le livre de Rava, oui, que nous sommes en train, puisque les imprimeries sont en train de rouvrir, nous sommes en train de porter à l'imprimerie, à l'impression. Pierre, si tu veux dire quelques mots. Oui, alors donc je serai bref, mais donc déjà ravi de revoir Lali, et donc shalom Lali. Et donc et puis également, c'était un salam à Tarek, bien sûr, et savoir que nous étions privilégiés cet après-midi d'entendre des poésies hébraïsantes et arabes, donc lues par nos amis Pascal Goïta et Saïd Sayag. Donc c'est vraiment une grande joie cet après-midi de vous écouter, de vous entendre, d'entendre vos mots, vos souffles,
et puis donc c'est la portée de vos poésies. Et donc, nous allons donc, avec délectation, on va donc vous écouter. Mais avant, donc, je voulais faire une petite déclaration. Je voulais vous informer que nous avons donc par le site donc des éditions Le Vent donc déposé un crowdfunding donc un appel donc à souscription donc sur notre site web pour en effet donc participer à la réalisation donc du recueil de Rava Spinner Cohen, donc qui doit, comme l'a dit Michel, donc paraître prochainement. Et puis également, donc sous peu, il y aura également un second crowdfunding donc qui sera lui dédié donc aux 55 jours de confinement, qui est à l'initiative donc de Pascal. Donc en effet, nous espérons verra le jour lui aussi, et donc avec des originalités, je dirais des mises en œuvre qui lui sont propres et qui le sont également avec Étienne, je crois. Donc bien heureux à nous de porter ces deux projets. Donc je vous souhaite à tous, je nous souhaite donc un excellent troisième café Le Vent cet après-midi. Et Michel, je te rends la parole. Oui, on lance la lecture, et notamment celle des poèmes de Lali et Tzipi Mikhaïli, avec la vidéo de Pascal, à partir de laquelle les lectures vont s'enchaîner en hébreu, donc l'hébreu dit par Lali, et en français par Pascal, bon, qui était lectrice, une bonne, très belle et bonne lectrice, et moi, bon, qui dit comme je dis. Bon, je vais partager l'écran pour lancer la première vidéo. Je m'en ai quelques secondes de patience. Alors, à propos de, juste, puisqu'on a un moment, à propos de lecture de Pascal, j'ai découvert, moi aussi comme vous, découvert par l'écoute, hein, la merveilleuse lecture de Pascal dans la newsletter, oui, sur la journée de Jérusalem, qui a paru dans les réseaux sociaux, où Pascal lit un poème d'Amichai, et c'est magnifique. J'ai un petit problème pour retrouver. C'est dans l'œuvre d'Agnès Ben-Simon qui a composé cet itinéraire à Jérusalem. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu plus long que prévu. Des soucis techniques. Oui. Donc le titre, je peux quand même dire le titre Voilà. de ce poème, c'est Ta voix adoucit la solitude de l'univers. Est-ce que vous le voyez là? Non, on voit rien là, pour l'instant. Vous ne le voyez pas démarrer? Non. Non. Il faut que je recommence quelque chose, désolé. Compliqué. Je ne maîtrise pas encore bien cet aspect-là. Toujours pas? Non. Attendez. Pourquoi ça ne marche pas? On avait fait des tests, ça marchait bien. Mais... Alors... On le lit. Hein. Ah, ça. Vous le voyez là? Ça y est, c'est bon. Oui. Moi, je vais le mettre en plein écran et le démarrer. Voilà, c'est bon.
lève le matin sans savoir pourquoi. Ta voix apprivoise la lumière et fait de son mieux pour garder en vie les créatures du monde. Qui se rebelle contre cette voix? Une autre voix jaillit pour confondre la clarté du son, le cristal d'une cloche. Élève la voix pour le convaincre de ne pas nous noyer dans le mal. Tourne encore le bouton pour que nous traversions bien cette vie. De l'avenir, nous reparlerons. Lali Sippi-Mikaeli. La Liette? Le son était très bizarre. Je ne sais pas si vous, ça a été pareil pour vous. Il n'y a pas de Oui, si. non, il n'est pas excellent. Non. La Liette, correct בעברית? אה, דלתות. את השיר הזה או שיר אחר? לא, דלתות, זה פשוט הרשימה. בסדר גמור. I just want... בוא נתחיל בצרפתית. Okay, I just want to speak in English for everybody and not in Hebrew because I understand that not everybody know Hebrew. So I would like first to thank you, Michelle, and to Levante Publishing for giving me the opportunity to be in this Zoom meeting and to get to know the wonderful Palestinian poet Tariq El-Karmi that unfortunately cannot be here now, so I'm grateful for that. And השיר דלת, מישל. דלתות, כן, דלת. כן, כן. Okay. So yeah, I believe that everybody... בוא נתחיל בצרפתית, זה אולי יותר טוב בצרפתית להתחיל. כן, 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 כן. Porte. La vie est faite, dit Yehuda Michai, de portes qui s'ouvrent et se ferment. Un code et une clé pour ouvrir la porte. Au-delà, c'est le couloir de la vie, sous l'entière responsabilité de tout ce qui arrivera désormais. Je suis seul coupable. דלת. עמיחי אמר שכל החיים עשויים דלתות נפתחות ונסגרות. אני פותחת את הדלת אחרי שקיבלתי את קוד הכניסה ואת המפתח. גלריית החיים מכאן על אחריותי המוחלטת. בכל מה שיקרה מכאן, אני האשמה. Okay, so, I believe that every person, by the fact that he or she lives in this world, must open a door and walk around, explore, and know the home he or she lives in. And sometimes we meet locked door and someone else opens it to us. So this poem, Door, is just about that. Ok. Pascal. Légende du corps. Vous m'entendez là? Oui. Ça va? Oui. Oui. Ainsi suis-je allé un jour où la bouche s'est ouverte, sans personne, un monde sans oreilles. La voix s'est mise à crier. Quand elle se lève, toute perception devient étanche. Le monde entier se tait et le silence face à la terre est un mur, est un pur silence blanc. Ce n'est pas celui d'une robe de mariée, ni la tunique de lin du buteau dont la danse exhale l'âme pure.
le visage blanchi à la chaux et un filet de sang suintant de l'oreille sans qu'il n'y ait personne. Comment crier devant un monde vide? Quelle est la puissance de l'écho? Si le monde ne devient pas muet, le tympan exploserait. Voilà pourquoi il n'y a de voix ni de réponse. Vous êtes seul dans les cellules de la vie, ouvert sur le corps. אגדת גוף. ובכן, הלכתי. זה היה ביום בו נפער הפה, מול אין קהל. עולם ריק מאוזניים, והחל לצעוק. ברגע שהחל, נאטמו כל כוחות השמע. כל העולם נכנס למיוט, והיה שקט על פני האדמה, כזה שקט לבן, צח. אתם יודעים, לא כמו סמלת כלה, כמו רקדני בוטו. בגדי פשטן לבנים, עם טיפת נשמה טהורה בפנים. פנים משוחים בסיד, וזרזיף של דם מתפלח לו מהאוזן. וכל זה מול אין קהל. אתם יודעים מה זה לצעוק מול עולם ריק? איזה הד אדיר זה? אם העולם לא היה עובר למיוט, תוף האוזן הייתה מתפוצצת לך, לכן אין קול ואין עונה. אתה עומד לבד בקפסולת החיים, פעור בתוך גוף. Yeah, the mute mode is not foreign to us now in these days. So, Legend of the Body, the poem that me and Pascal read before, is a poem that examines actually a relationship between me and the world, between man and the world. Man's place as a body in the world. So how the world listens to the voice of the individual. And I just want to say that the poem is from the book Tractate of Faces, Masechet Panim, that talks about the different faces of the world, or different ways to see the faces of the world. Toda, merci Dali. Pascal, alors avec un poème qui est très proche, dans la même approche du féminin, Somme de femme. Somme de femme. Tu parais différente de tout ce que j'ai connu, dans ma vie déployée comme une gamme. De ta main, tu tiens le monde entier. Quand tu parais différente de tout ce que j'ai connu, tu annules l'écriture de l'histoire des femmes et transformes mon image autre pour parler le langage de l'amour, car tu es une autre. Devant moi, quand je joue le mode majeur pour toi. Oui, alors, petite anecdote, enfin, j'ai découvert que Lali était musicienne aussi, puisque hier, avant-hier, elle m'a envoyé un lien d'un enregistrement qui a été fait d'un prélude de Chopin. Donc, jouer à cette connotation profonde pour elle, de la musique. Le poème suivant, alors qui est un poème qui tranche un petit peu, qui n'est pas politique, pas autant politique, mais qui la situe dans l'espace, oui, l'espace politique israélien. Il y a quelque chose, il y a une cassure terrible qui a cassé cet espace au sens de espace sociétal, culturel, enfin multiple, hein,
c'est la mort de Rabin, l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Pour Rabin, je n'étais pas là, je ne peux témoigner pour l'événement. J'ai pleuré devant la télé, comme si c'était moi qu'on avait assassiné. La distance du temps est trompeuse, la terre friable et la démocratie instable. Était-ce un acte religieux, légitime? La main d'un juif nouée dans sa foi? Et même s'il relève de motivations philosophiques ou poétiques, authentiques, est-il pardonnable? Dans les poèmes, c'est le sang, pas un relief de plaine ni de montagne, qui change la nature de l'homme. Le meurtre est dans ses yeux. Pas le coup de poing, ni un couteau, ni une balle qui perfore. Le cœur a mis plus de temps. Aucune photo miraculeuse n'effacera les yeux rouges. Ce poème, enfin, pour moi, illustre de manière tout à fait émouvante ce que j'ai ressenti personnellement, tout en étant ici en France à l'annonce de cette mort. Quelque chose de qu'aucune photo miraculeuse, il y a eu pas mal de poèmes, des choses qui sont écrites après, aucune mythologie ne remplacera ce moment de l'histoire qui a été un véritable séisme, un séisme de la société, dans la société du pays. Alors, le poème suivant, c'est moi qui vais le dire. Ah non, il y a d'abord le texte en hébreu qui va retentir. מישל, אתה רוצה שנקרא את השיר בעברית? כן, בטח. אוקיי. כשרבין, אז לא הייתי בארץ. אני לא יכולה לשמש כעדה למקרה. בכיתי מול הטלוויזיה כאילו רצחו אותי. את מרחק הזמן ניתן לתעתע. היה זה על בסיס פוליטי חלקלק? תחת בסיס דמוקרטיה מעוררת? היה זה אקט דתי בעליל? ועם ידי יהודי בבסיסה של אמונה? ואם היה זה ממניעים פילוסופיים או פואטיים? יושב על הטוטלי? האם זה נסלח? בשירים? הדם, לא אדמה, לא הר. אם ישנה את טבע האדם, רצח לו בעיניים. לא אגרוף, לא סכין, לא כדור משתולל בחלל. הלב, ידידי, אין לו זמן. שום פוטושופ פלא לא ימחק עיניים אדומות. I just want to say that when Rabin murdered, I was in shock and I was not in Israel at that time. And I saw all the event in the TV. So for a long time, I couldn't stop crying. And this poem, I wrote just 3 years ago. I couldn't write about it even. I was in deep shock that Jewish murdered our great Prime Minister. Yeah. I have some political poems. Not that I think that we as poets have to be, let's say, write political poetry, but you know, when you are involved, you cannot be not involved in the situation of such a situation of conflict and war and the conflict with Palestinians. You cannot stand aside and do anything. So you react as a poet, as a citizen of this country. And yeah, this is one of the
poems that I relate to the political situation in Israel. And, you know, it was great for me to know Tarek, and unfortunately cannot be here today. And he actually opened for me a world that was, I wasn't there, actually. I wasn't there not because I do not live in this conflict, but I didn't want to touch this problem in my poetry. And suddenly, these 2 weeks, I started to speak with him and understand how deep we are in it. And we cannot be blind and not to see that. Yeah, I'm sure something will be, yeah, created because of this meeting, with Tarek. Je pensais à Elias Cohen qui dit à peu près les mêmes choses, hein, d'une situation semblable, bien que cet événement a été tragique. Il a été tragique s'il en est, presque, bon, peut-être concentré en un seul homme, hein, tellement de haine qui ne peut être comprise que quand il y a des catastrophes sismiques. Oui, il y a quelque chose de là, ce que l'Hébreu dit dans Shoah, oui, catastrophe naturelle, hein, quelque chose que dans l'ordre du compréhensible et de l'acceptable, puisqu'on doit l'accepter. Le mot de Rabin a été, malgré tout, il s'est fait. Et chez Elias Cohen, ce poète qu'on a publié également dans les poèmes des jours terribles, hein, il y a comme un écho de cela, mais Elias a le sang de la prophétie. Il nous dit quelque chose naîtra de tout ce sang, quelque chose naîtra. Et nous attendons que cette naissance ultime. Le poème suivant, c'est moi qui vais le lire, qui est un peu Nars Poetica, quelque part, une reconnaissance faite donnée à la poésie, à ce que j'appelais le devoir de rêver. Le poète a le devoir de rêver, et il faut lui reconnaître, oui, en ce devoir, comme je disais pour Tariq, bien que fonctionnaire et pris dans des situations sociales, collectives, il sait se libérer de cette mise en demeure, enfin, sociale, collective, hein, pour exprimer sa liberté et son rêve de poète. Homo poeticus. Ce que tout homme doit être, ce n'est pas l'Eldorado. Personne ne promet que dans ce monde, l'or est dans l'azur. C'est une autre conscience qui permet d'aller et d'être, d'imaginer et de rester, de s'épanouir et de grimper au ciel en échappant au virus de la mort. Aujourd'hui, plus que jamais, menacés de devenir des hommes robots, il faut se rappeler que la poésie peut sauver l'homme. Lisez, écoutez de la poésie, fréquentez les soirées de poésie. C'est une expérience immersive. Elle intègre, elle fait corps. Perds-toi dans l'écriture, pas dans les états d'âme. Mot contre mot, sauvons l'esprit pour que tout le reste soit sauvé. Voilà le credo de Lely. En hébreu, cette fois-ci. הומו פואטיקוס. זה מה שאדם צריך להיות. לא. זה לא אלדרדו. איש לא מבטיח שבעולם הזה תמצאו זהב ברחוב כחול. זו תודעה אחרת. תודעה אחרת שמאפשרת ללכת ולהיות. לדמיין ולהישאר חופשי. לפרוח ולנסוק לגבהים, ולהיחלץ מווירוס המוות. כיום, יותר מכל, כשאנחנו מאוימים להפוך להומו רובוטיקוס,
חשוב לזכור שהשירה יכולה להציל את האנושי. תראו, האזינו לשירה. לכו לערבי שירה. זו חוויה אימרסיבית. היא מטמיעה אותך בתוכה. היא מוטמעת בתוכך. שלח יד בכתיבה, בכתיבה. שלח יד בכתיבה, במקום בנפשך. מילים יגנו מפני מילים. בוא נשמור על הרוח, כי אז כל השאר כבר יישמר. Yeah, it's very actual poem. The poem Homo Poeticus from the book Papa. Talks about the transformation of man in the technological age and the need for poetic creation precisely in the era that attempts to erase multidimensional humanity. So yeah, this is my idea to be Homo Poeticus. Voilà un bel acte de foi pour la poésie et qui devrait toucher aussi les responsables culturels de nos sociétés. La poésie est d'abord les libraires. Les livres de poésie sont des livres qui ajoutent, qui sont des suppléments d'âme pour l'homme. Alors, un texte va conclure un petit peu cet aperçu poétique du monde, de l'univers humain, poétique et aussi social, collectif de Lali. Un texte que va lire Pascal. Tout se résume finalement en une maison, bâtir une maison, oui, poser les pierres, bâtir, monter un toit, monter les murs, monter un toit. Voilà, c'est une manière de dire que voilà, on est tous appelés à construire le monde. Alors bien sûr, en hébreu, il y a ce qu'on perd dans la traduction française. Bien sûr, la traduction, elle gagne, mais aussi elle fait perdre pas mal de choses. Bait, c'est quelque chose. Bait, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. C'est le bet, lettre par laquelle commence la Genèse, hein, le texte biblique. Hein. C'est la strophe du poème, c'est la boîte des phylactères pour le juif traditionnel religieux qui fait sa prière, hein, et toutes ces lanières, oui, qu'il met dans cette boîte. Enfin, c'est beaucoup de choses. Hein. Et Beit, avant que l'État d'Israël naisse, on parlait de Beit Yehudi, d'un foyer juif, oui. Et puis quand vous rencontrez un Israélien à l'aéroport, il ne dit pas « je reviens en Israël », il dit « Ani choser habayta », habayta, Beit. Alors bizarrement, j'ai trouvé ce mot Beit dans le sud de l'Italie, dans certaines contrées, ce mot existe, Baita. Certains, dans le dialecte, si je peux dire italien, ça dit Baita, c'est la hutte des chasseurs, enfin c'est l'espèce de petite cabane bâtie pour mettre des vivres et autres. Alors, maison, c'est Pascal qui le lit. Quand tu n'as pas, et tu n'es pas, et tu n'as pas pour être et pour avoir tout ce qui existe au monde pour toi, c'est une maison qui chancelle et ne retient pas. Cette maison qui saigne et rejette n'a pas de porte. Il te faut décider quand tu peux enfin entrer. Et le facteur ne se trompera plus, ne laissant plus de lettres de côté. Maintenant que j'ai une adresse et que j'ai la joie d'entrer et de sortir, je vais dans tous mes jours qui dansent. בית שאין לך ואין לך ואין לך.
ואתה לא. ויש לך, ואתה לא. ואז כל מה שקיים מבחינתך בעולם זה רק בית. והבית הזה רעוע, והבית הזה לא מכיל, והבית הזה מדמם, והבית הזה מוקיע, ולבית הזה יש דלת, ואתה צריך להחליט מתי להפסיק לעמוד בכניסה. הדברית לא תתבלבל עוד. היא לא תניח את המכתבים לצד הדרך. הנה עכשיו יש לי כתובת. והנה עכשיו שמחה. ואני יוצאת ובאה, ויוצאת ובאה, ועל כל ימיי ריקוד. It's from the Madhouse. This is a house that, called like this by people because of the, special architecture. But it is a house in the broad sense, of course. It's about a house in the broad political space and the house in the cosmopolitical sense as well. And in Hebrew, Bait is also a stanza of a poem. And when I'm saying Bait, as Michelle said, Bait for Jewish people is something that more than just house, it's a home. It's a home of what the family gives you in this house, what the books, the religious books gives you in the house, what all the, behaves and stories that you heard from your father and mother and grandpa. My grandpa was a rabbi. All what I heard, this is a house. But when I'm saying a med house or the med house, I mean by this, of course, also the house in general that we live, the world that it seems that lost the same. Ouais. Alors, pour nous, ce n'est pas sans rappeler bien sûr la conception de Chabès. Hein. Le livre est une maison, c'est ce qu'il dit. Le cri des livres, c'est comme le mur, ceux des murs. C'est la première remarque que je ferai. La deuxième, c'est cette notion d'habitation. Cette maison est humaine. Cette maison, elle mérite, elle mérite l'homme qui va y habiter. Et bon, sans bien sûr entrer dans l'incidence historique, sinon idéologique, hein, la Bible dit bien que le peuple, la terre, la promise, hein, il faut qu'elle soit permise, il faut qu'elle soit méritée. Il faut qu'elle soit méritée. L'éthique juive a toujours posé, judaïque a toujours posé cette nécessité de pas simplement construire des murs, bétonner le Negev, bétonner le désert, oui, mais aussi lui donner du sens. Alors, une anecdote à ce propos, c'était à propos, il y a très longtemps, quand j'étais prof à Beersheva, à l'Université Ben Gurion. Je me rappelle, bon, il y a beaucoup de Bédouins dans cette région, et l'ancienne des Bédouins, c'était dire combien ils ne comprenaient pas pourquoi les Juifs bétonnaient le désert. À quoi ça sert de bétonner le désert? Ça sert à quoi? Et bon, ça donnait Yoram Kaniuk, le romancier, l'écrivain israélien disparu, il n'y a pas si longtemps que ça, avait écrit un texte sur cela. Que veulent dire les Bédouins quand ils disent
il ne faut pas simplement bétonner le désert, il faut lui donner du sens. Le sens peut-être que les pionniers d'Israël ont donné à la manière de faire, de bâtir ou de faire refleurir le désert. Je crois donc que le texte a été lu dans les deux langues, si je ne me trompe pas. Christophe peut peut-être nous faire entendre ses compositions. Ben, je l'avais fait tout à l'heure pendant la lecture de Lali en hébreu, mais je ne sais pas si c'est. Je crois que Sylvie a coupé. Alors voilà, je le mets extrêmement fort.